commence cette audition, Monsieur le Président, Madame la Directrice, si vous en êtes d'accord, et si mes collègues, voilà, en sont d'accord. Monsieur le Président, cher Thierry Repentin, on est très heureux de vous retrouver voilà, dans cette salle et d'une façon générale au Sénat. Madame la Directrice Générale, mes chers collègues, nous avons le plaisir donc de recevoir ce matin Monsieur Repentin, Président de l'Agence nationale de l'habitat, accompagné de Madame Valérie Mancret-Taylor, la Directrice Générale de l'Agence. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est diffusée en direct sur le site du Sénat. L'ANA est au cœur d'un défi absolument central pour la France, la rénovation thermique des logements et l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone révisée, c'est-à-dire la suppression de la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 dans le secteur résidentiel. Dans le contexte que nous connaissons malheureusement trop bien de crise ukrainienne et des indisponibilités du parc nucléaire, qui fait l'actualité désormais tous les matins de la presse, chacun mesure combien 2050 est éloigné. Et chacun mesure que le besoin d'un logement bien isolé est essentiel pour nos concitoyens qui voient leur pouvoir d'achat amputé par la hausse des prix de l'énergie. Comme l'a souligné notre collègue Dominique Estrosi Sassone dans son rapport budgétaire, dans une région comme l'Île-de-France, 45% des résidences principales sont classées E, F ou G. À Paris, c'est 2/3 du parc locatif privé. Le défi est donc capital, si je fais le lien avec Paris, et l'ANA se trouve au cœur des attentes. Notre rapporteur soulignait d'ailleurs que si l'ANA était en passe de réussir la massification des aides, il lui restait à réussir la massification de l'accompagnement et des rénovations globales. Je ne veux pas céder à la facilité si gauloise de critiquer l'ANA et de l'accuser de toutes les lacunes en la matière. L'agence connaît actuellement une profonde transformation, un changement d'échelle dont vous nous parlerez. En quelques années, le personnel de l'agence a doublé, les paiements ont triplé, le nombre d'aides a quintuplé. Cela ne peut se faire sans accroc, c'est évident, et nous tous, qui ici avons l'expérience de la gestion des collectivités locales, en sommes conscients. Cependant, pour les Français qui ont un dossier en attente, voire en souffrance depuis longtemps auprès de l'ANA et qui ont droit à une réponse, je voudrais que vous puissiez nous dire exactement où vous en êtes aujourd'hui, notamment à la suite de la décision du 14 octobre 2022 du Défenseur des droits. Je voudrais ensuite que vous nous indiquiez quelle est et quelle va être l'action de l'agence sur 3 sujets, le pilotage de la rénovation énergétique, le développement de France Rénov' et l'accélération des fameuses rénovations globales. La Cour des comptes, dans un référé daté du 28 juillet 2022, a pointé les lacunes du pilotage de la rénovation énergétique des bâtiments. Je souhaiterais comprendre s'il y a un pilote dans l'avion, dont le cockpit semble être une mission interministérielle, les moteurs et les ailes, l'ANA et l'ADEME, le fuselage, le réseau France Rénov', les passagers, les Français, les stewards et les hôtesses, les entreprises RGE, les diagnostiqueurs et les accompagnateurs, avec comme tour de contrôle un observatoire national de la rénovation énergétique dont j'avoue, j'ignorais l'existence jusqu'à la lecture du référé. Par ailleurs, dans à peine un mois, à compter du 1er janvier 2023, doit se déployer mon accompagnateur Rénov', imaginé par le rapport Sichel et créé par la loi Climat et Résilience. Ce seront normalement des professionnels privés agréés par l'ANA et reconnus comme des tiers de confiance pour aider les ménages à s'engager vers des rénovations globales. Voici le principe. Mais j'ai l'impression que nous savons peu de choses aujourd'hui sur la mise en œuvre concrète dans le secteur où beaucoup de Français ont été victimes, on va dire, d'arnaqueurs ou d'aigrefins, pour parler plus joliment. Enfin, comment l'ANA compte-t-elle accélérer en matière de rénovation globale? Je lisais dans la réponse d'Elisabeth Borne à la Cour des comptes que l'ensemble des prix de MaPrimeRénov' n'avait pas permis en 2021 d'atteindre la moitié de l'objectif fixé par la SNBC. L'ANA va recevoir un fort coup de pouce budgétaire en 2023, mais tout n'est pas question d'argent. Quelles vont être les décisions du conseil d'administration pour réorienter les travaux, pour mesurer effectivement les résultats atteints? Voilà, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, je vous passe bien sûr la parole et ensuite je passerai la parole à Dominique Estrosi Sassone et Daniel Grémillet qui vous interrogeront, puis à tous les sénateurs présents. Voilà, Monsieur le Président, à vous. Alors il faut appuyer sur... Voilà. Bien, Madame la Présidente,
Merci pour votre invitation, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. Très honoré d'être dans cette salle de la Commission des affaires économiques, passant d'auditeur à audité, en quelque sorte, quelques années après avoir eu la chance de siéger dans cette salle, dans cette commission, sur des questions où œuvrait déjà d'ailleurs Madame Estrosi Sassone sur les questions de logement à l'époque. Alors je suis accompagné de Valérie Mancret-Taylor, la directrice générale de l'ANA, qui aura réponse à toutes les questions, évidemment, puisqu'on est un binôme complémentaire. En vous disant 4 ou 5 choses avant qu'on puisse rentrer dans les discussions auxquelles nous essaierons de répondre le plus précisément possible. Madame la Présidente, vous avez en introduction indiqué le caractère exponentiel en quelque sorte de cette politique de rénovation. Et vous avez raison. Puisqu'en 2018, et 2018 c'est pas si loin que cela, il y avait 75 000 rénovations de logements qui se faisaient. En 2022, on sera à 750 000, c'est-à-dire 10 fois plus de rénovations en 5 ans. Ce qui, évidemment, et on y reviendra, nécessite une organisation de l'établissement public, des moyens totalement différents. Mais les 5 choses que je voudrais vous dire, c'est que le sujet que vous abordez aujourd'hui est un sujet qui est au cœur de l'actualité sur plusieurs aspects. Le pouvoir d'achat de nos compatriotes dans leur logement, puisque la facture énergétique est une donnée importante du coût d'un logement. La sobriété énergétique, les souhaits de la nation de moins consommer d'électricité et les effets aussi sur le dérèglement climatique par les rejets de gaz à effet de serre, puisque le bâtiment est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre après les transports. Et dans le bâtiment, la question des logements est conséquente. Et aussi parce qu'on n'a pas toujours cela en tête lorsqu'on se projette. Vous avez fait référence à la stratégie nationale bas carbone, c'est 2050. Les logements qui seront habités par nos concitoyens en 2050, pour 80%, ils sont construits. Puisque dans les très bonnes années de construction, on ne construit jamais plus que 1% du parc existant. Ça veut dire qu'en 2050, pour 80%, les logements sont déjà construits. Et donc chacun comprend que c'est sur ce parc-là qu'il faut mettre le paquet, si vous me permettez l'expression. Donc l'ANA est au cœur de ces enjeux et il a pour mission d'accompagner chaque Français sur le chemin de la rénovation énergétique grâce au déploiement de France Rénov', dont vous avez pu voir, y compris des campagnes de communication télévisuelle pour que nos compatriotes sachent quelle est la porte d'entrée aujourd'hui unique pour aller chercher des renseignements dès lors qu'ils ont un projet, et au succès évidemment de MaPrimeRénov'. L'État met des moyens qui sont inédits pour soutenir cette politique publique, puisqu'il y a 3,5 milliards d'euros annuels, dont 1 milliard en aide à la pierre, qui sont contractualisés avec les collectivités territoriales, à travers des produits qui s'appellent MaPrimeRénov' Sérénité ou MaPrimeRénov' Copropriété, ce qui est assez inédit et permet d'obtenir des résultats en constante progression. Je voudrais dire aussi que les territoires sur ce sujet, les acteurs économiques, ont besoin de stabilité réglementaire et budgétaire sur ce dossier pour continuer à déployer une politique publique efficace dans la durée. Et je dois dire que le passage du CITE que nous avons connu à MaPrimeRénov' apporte cette stabilité, car le CITE, chaque année, en loi de finances, avait des critères qui pouvaient bouger, et donc c'était très difficile de se projeter dans l'avenir pour nos ménages dès lors qu'ils avaient un projet. La seconde chose, c'est que MaPrimeRénov', c'est quand même une première étape dont la réussite se mesure au retour que nous avons de la part des ménages qui ont sollicité cette aide, puisque 89% des personnes, des ménages qui sont venus nous voir, se disent satisfaits de MaPrimeRénov'.
et que 66% des mêmes ménages indiquent que sans ce dispositif de MaPrimeRénov', ils n'auraient pas fait les travaux qu'ils ont engagés sur leur logement. Cette aide publique a permis de lancer une dynamique forte de massification des travaux de rénovation énergétique. Et depuis 2020, donc il n'y a pas si longtemps que cela, plus d'1 million de ménages en ont bénéficié, et d'abord les plus modestes, puisque 68% des dossiers actés par MaPrimeRénov' concernent les 4 premiers quartiles de la population, donc les 4 quartiles les plus modestes, et ces 68% de dossiers consomment 80% des montants de subventions apportés par l'établissement public. Ça veut dire que la cible d'aider plus ceux qui ont moins, aujourd'hui, c'est une réalité dans les proportions que je vous donne ce matin. MaPrimeRénov' a permis aux bénéficiaires de s'inscrire dans un parcours de rénovation qui se veut écologiquement vertueux, avec la réalisation d'un premier geste et ainsi introduire massivement la décarbonation des logements privés, car, je veux le dire aussi, MaPrimeRénov' est possible pour tous les propriétaires, qu'ils soient bailleurs, occupants ou les copropriétés. La moyenne d'économie conventionnelle par logement et par an est passée, avec le CITE, de 3,9 MWh par an par logement à 5,6 MWh par an par logement avec MaPrimeRénov', ce qui fait une augmentation de 44% des gains énergétiques d'un système à l'autre. Ces éléments de satisfaction ne nous font pas oublier, puisque vous l'avez vous-même indiqué, que pour certains usagers, le parcours de demande a pu être, ou peut être, mais je veux parler au passé, a pu être compliqué. La défenseur des droits, effectivement, a pu faire part de dysfonctionnements dont lui ont fait part certains usagers, qui concernent, selon elle, je reprends le rapport, 500 dossiers. Je voudrais simplement redire que l'ANA instruit chaque semaine 25 000 dossiers qui arrivent. Et donc, il faut aussi mettre en rapport 500 dossiers au niveau national que la défenseur des droits pointe sur des dysfonctionnements par rapport aux 25 000 qu'on reçoit par semaine. On est conscient, et d'ailleurs, au moment où le rapport est sorti, 50% de ces 500 dossiers avaient été traités et résolus. Voilà, on est conscient qu'il peut y avoir des difficultés qui peuvent être générées par certaines situations, et nos équipes sont pleinement mobilisées pour apporter évidemment des solutions dans les meilleurs délais. La troisième chose, selon nous, il ne faut pas opposer la rénovation globale et la rénovation par geste. Pourquoi ? Parce que, y compris de la part de celles et ceux qui sont en première ligne quand les ménages viennent les voir, on se rend compte qu'il n'y a pas une solution unique aux dossiers qui sont présentés par les ménages, ni de recettes miracles qui doivent faire un choix technique et financier impactant. Le bouquet de travaux, il est de 30 000 €, c'est le modèle de MaPrimeRénov' Sérénité, de 30 000 à 70 000 pour une rénovation performante et globale, alors que pèse déjà sur les ménages un coût du logement important, puisque la dépense du ménage, en moyenne, en France, c'est 30% des revenus, auxquels vous devez, depuis quelques mois, rajouter le renchérissement des énergies. In fine, il nous semble qu'il faut offrir aux ménages des choix et faire du sur-mesure en fonction de leurs besoins et de leurs moyens. MaPrimeRénov' permet cette réponse à chaque situation, qu'on soit propriétaire, occupant, bailleur ou en copro. En complément, le traitement des ménages qui sont en situation de forte précarité énergétique, qui peut aussi engendrer des coûts majeurs pour remettre en état des logements, on pense à l'habitat indigne et dégradé, dont les coûts de remise en état dépassent en moyenne 60 000 € par logement. Voilà. Et l'agence apporte également des solutions de financement pour ces situations à travers des opérations de lutte contre l'habitat indigne, dont certains, j'imagine, les connaissent sur le terrain, avec la RHI, donc la réalisation de l'habitat insalubre, ou le dispositif du Tirori. La quatrième chose, j'ai dit qu'il y en aurait 5, c'est que l'ANA finance d'ores et déjà 60 000 rénovations globales
C'est à peu près 10% des aides en maison individuelle ou en copro. MaPrimeRénov' Sérénité, qui est donc le dispositif adapté de référence pour financer ces rénovations ambitieuses, vous savez, est déclenché s'il y a à l'issue des travaux 35% de gains énergétiques minimum. Dans les dossiers qui sont traités, après travaux, on n'est pas à 35%, mais on est à 50% constatés en moyenne, avec des financements qui sont vraiment très incitatifs et un accompagnement qui est systématique pour les 600 000 propriétaires modestes qui ont pu bénéficier depuis 2011 de ce dispositif. Et la moitié des rénovations accompagnées par le dispositif dont je viens de vous parler, de MaPrimeRénov' Sérénité, permettent de sortir des logements du statut de passoire énergétique. Il y a aussi le dispositif MaPrimeRénov' Copropriété qui progresse chaque année, malgré un contexte, parce qu'il faut toujours se remettre dans l'actualité, qui a été très difficile pendant les 2 années de Covid, durant lesquelles les assemblées générales de copropriété ont vu leur rythme et leur régularité fortement remises en cause, avec très peu de décisions qui ont été prises, parce que les conditions normales n'étaient pas présentes. Il n'y a eu que 7 000 logements en 2020, en copro, 12 000 en 2021, vraisemblablement 25 000 en 2022. Et donc, on voit qu'on est sur une courbe croissante. Et je pense qu'un certain nombre de dispositions qui ont été prises réglementaires ou législatives par l'État, les parlements, visant à rénover les passoires énergétiques, d'interdiction de location d'un certain nombre de logements, vont inciter des propriétaires à se poser plus sérieusement la question de la rénovation qu'ils ne le faisaient auparavant, notamment dans des copros. Alors, ça reste insuffisant, mais on a des premières évolutions qui seront proposées pour 2023, avec notamment une révision à la hausse des plafonds de travaux et des primes pour les ménages les plus modestes qui sont en attente d'arbitrage. Nous avons un conseil d'administration cet après-midi dont nous décalons une partie de nos travaux à un conseil d'administration la semaine prochaine, car les réunions interministérielles n'ont pas permis d'avoir tous les arbitrages que nous attendions. Le 5e point, c'est que l'enjeu maintenant, c'est de réussir la massification de l'accompagnement pour réaliser les rénovations globales et énergétiques qui doivent être plus performantes. Et pour cela, il convient premièrement de réaffirmer le rôle des collectivités dans le cadre d'un pacte territorial qui vise à remettre en perspective le sujet habitat au sens large pour répondre aux enjeux de transition énergétique et démographique, et à valoriser la force du réseau de proximité porté par les territoires avec le soutien de l'État, puisque d'un territoire à l'autre, le portage est évidemment différencié. Vous avez des collectivités territoriales qui sont très mobilisées, qui apportent aussi des compléments de subventions qui d'ailleurs font que l'ANA bonifie ses propres interventions. Il y a des accompagnements financiers. Il y a à peu près 350 communes en France, ce qui est un début, qui par exemple exonèrent de foncier bâti les logements dont les ménages font l'objet de rénovation, ce qui, dans le modèle économique, incite aussi des propriétaires à s'engager pour retrouver un équilibre entre ce qu'ils investissent et ce qu'ils peuvent récupérer. Il faut aussi permettre à tous les ménages d'être accompagnés par un tiers de confiance. C'est très important qu'ils aient en face d'eux quelqu'un qui les conseille sur le bon geste par rapport à leur habitat et non pas des gens qui leur conseillent quelque chose qu'ils sont en capacité de faire, que le conseilleur est en capacité de faire. Il faut vraiment ce tiers de confiance pour être sûr que lorsque vous poussez la porte de France Rénov', vous ayez derrière quelqu'un qui va ausculter avec vous votre habitat et vous dire quels sont les meilleurs gestes à faire sans avoir un intérêt à privilégier tel ou tel type de travaux. Et ça, c'est la réponse qu'apportera mon accompagnateur Rénov' au 1er janvier 2023, donc d'ici quelques semaines. Et d'ores et déjà, France Rénov' permet une information et des conseils neutres et indépendants pour faciliter le passage à l'acte. Vous le savez, hein, c'est désormais France Rénov', le service public qui est cofinancé par l'État et les collectivités, et qui a mis sous une seule enseigne les ALEC, les associations locales, la SPL, et qui a fusionné, si je puis dire, à la fois le réseau auparavant
de l'ADEME et de l'ANA, avec des effectifs qui ont triplé, puisqu'on est passé de 750 à près de 2200 conseillers en 2 ans, et dont la professionnalisation n'est pas arrivée encore à terme pour se déployer partout d'une façon massive en 2023. Il faut aussi mesurer plus efficacement, selon nous, les gains énergétiques et les émissions de GES évitées par un diagnostic initial, c'est-à-dire à l'issue, avant les travaux et à l'issue des travaux, qui rendra de facto le parcours de l'usager sans doute un peu plus complexe, mais aussi plus sécure, sous réserve que l'harmonisation entre le DPE et les audits soit aboutie et fiabilisée. Il faut aussi poursuivre la démarche de simplification des aides, notamment les C2E, dont le système est assez opaque pour une grande partie de nos concitoyens, complexe, pas toujours aligné d'ailleurs avec MaPrimeRénov' sur les critères, et qui participent au développement parfois d'offres commerciales qui sont agressives et peu scrupuleuses, mais aussi des aides en faveur des bailleurs privés qui sont soumis aux obligations de la loi climat-résilience. Engager enfin une véritable rééquilibrage des aides en faveur de la rénovation énergétique performante, immédiate ou par étape. À ce jour, le cumul de forfaits, il reste plus avantageux que le forfait rénovation globale, et aucun des deux n'est adapté pour financer les rénovations performantes et aussi mieux financer l'isolation. Voilà, indépendamment de toutes ces actions que nous appelons de nos voeux, je veux simplement vous dire qu'il faut aussi interroger la capacité parfois des filières professionnelles, entreprises et artisans, mais aussi l'industrie, à s'inscrire dans cette massification qualitative qui reste à conforter, puisqu'on a aussi sur le territoire des retours de la part de ménages qui nous disent qu'ils ont beaucoup de difficultés à avoir des devis de la part des filières qui parfois sont submergées. Tant mieux, hein, d'une certaine façon, mais il y a aussi la capacité d'organisation de la filière à mettre en place les moyens pour cette croissance exponentielle à laquelle je faisais référence en début de mes propos. Je laisse Madame la directrice générale compléter utilement mes propos. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente de nous avoir invités à cette audition. Je pense qu'il est toujours intéressant de pouvoir présenter en fait dans le détail ce qui se passe, et peut-être en complément, Monsieur le Président, de ce que vous avez évoqué. Rappeler et se rappeler collectivement que nous sommes sur une politique publique qui est en forte progression. Vous avez donné certains chiffres, mais je veux rappeler la date de mise en œuvre de MaPrimeRénov'. L'ouverture du service et l'ouverture de cette aide s'est faite le 1er janvier 2020. Donc c'est une politique finalement assez récente, et ce que je souhaite partager avec vous tous, c'est que c'est évidemment une politique qui s'améliore, ou en tout cas évolue quasiment chaque année. Et donc Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ANA vient d'évoquer effectivement les pistes que nous recherchions encore d'évolution sur les mois et les années à venir, puisque le parc de logement, vous l'avez évoqué également, concerné en matière de rénovation énergétique et d'une manière générale d'amélioration de l'habitat. Il n'y a pas que la rénovation énergétique. L'amélioration de l'habitat au sens large du parc privé concerne plus de 20 millions de logements dans notre pays, et donc c'est une politique publique au long cours. Sur les 3 questions, Madame la Présidente, que vous avez évoquées, donc le pilotage de la rénovation énergétique est évidemment un sujet porté par 2 ministères, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de la Ville et du Logement. Donc les 2 ministres en charge de ces sujets, puisque cela concerne beaucoup d'édifices en fait dans notre pays. Et si on en reste aux politiques de l'habitat, évidemment, il y a le logement social pour lequel l'ANA n'est pas du tout légitime ni concerné. Et puis évidemment, ce parc privé que vous souhaitez que nous évoquions ce matin. Pour ce qui nous concerne, nous avons donc créé effectivement MaPrimeRénov' au 1er janvier 2020. Et je pense qu'il est important de partager avec vous que MaPrimeRénov', c'est une famille d'aides. Le président Repentin l'a évoqué. On a MaPrimeRénov' aide nationale qui est basée sur des forfaits qui sont particulièrement importants pour les ménages les plus vulnérables et les plus fragiles de notre pays, et qui sont évidemment moins intéressants ou moins importants en termes financiers que ceux qui sont
financement dédié aux ménages les plus aisés. Et puis, il y a MaPrimeRénov'-Sérénité qui permet de réaliser une rénovation globale chez les ménages des 4 premiers déciles de la population française, et MaPrimeRénov'-Copropriété, qui est une aide destinée aux syndicats de copropriétaires, qui est une aide collective et qui s'adresse à tous les propriétaires occupants et tous les propriétaires bailleurs, donc de ces ensembles immobiliers. Donc lorsque l'on parle de MaPrimeRénov', lorsque l'on énonce un certain nombre de chiffres, en fait, il faut bien avoir en tête qu'on est face à une gamme d'aides différentes et que, évidemment, les sujets ne sont pas exactement les mêmes selon le type d'aide sollicité. Et ce qui est très important aussi à partager avec vous, c'est que MaPrimeRénov'-Sérénité et MaPrimeRénov'-Copropriété sont des aides à la pierre, donc des aides qui sont déléguées dans les territoires auprès des préfets et qui sont contractualisées avec les collectivités territoriales, et donc des aides qui sont décidées au niveau local dans les politiques locales de l'habitat, et des aides qui sont donc abondées par les collectivités territoriales, ce qui permet de réduire le reste à charge des ménages qui sont concernés par ces aides, et bien sûr des aides qui, pour y accéder, doivent oblige le ménage à être accompagné. J'y reviendrai. Donc on est déjà dans des dispositifs d'accompagnement avec ce tiers de confiance qu'évoquait le président Repentin, qui permettent effectivement à ces ménages d'être sécurisés. Donc voilà ce que je voulais rappeler, et peut-être pour revenir sur un certain nombre de chiffres. Depuis 2020, donc quasiment 1,5 million de ménages ont pu être financés, ce qui est considérable. Vous évoquiez, Monsieur le Président, que l'activité de l'agence a été multipliée par 10. Son budget a été multiplié par 5, mais l'activité de l'agence a été multipliée par 10 en l'espace d'un quinquennat. Cela a généré 6,2 milliards de primes financées et généré 18,8 milliards d'euros de travaux dans les logements, ce qui est aussi extrêmement important. Et en termes de rénovation globale, c'est 163 000 logements qui ont pu bénéficier d'une rénovation globale et qui ont pu être financés sur la même période, donc depuis 2020, et qui ont généré 1,8 milliard d'euros de primes financées. Donc les chiffres, je ne conteste pas en fait au travers de ce propos les chiffres de la Cour des comptes, mais la Cour des comptes en fait a examiné dans son rapport MaPrimeRénov' national au forfait et a regardé des bonus, mais n'a pas regardé l'ensemble de la famille des aides, c'est-à-dire l'aide nationale et les aides à la pierre qui sont donc contractualisées avec les collectivités. Et donc il était important aussi de revenir sur cette vision globale, à la fois sur cette aide nationale et sur les aides à la pierre, et de bien partager avec vous que lorsque l'on remet ces chiffres en perspective, on est de toute façon en deçà de ce qui peut être attendu en matière de rénovation globale, en matière de confort thermique dans les logements complets, en matière de moindre émission de gaz à effet de serre, voire de zéro émission de gaz à effet de serre. Mais pour autant, le pourcentage et le volume sont plus importants que si on ne regarde qu'une portion donc des données de l'activité de l'agence. Donc voilà sur ces questions de rénovation énergétique, et bien sûr, je pourrais détailler à l'aune de vos questions. En ce qui concerne France Rénov', France Rénov' est un service public qui a été introduit par la loi Climat Résilience et qui a été créé au 1er janvier dernier. Donc il fêtera bientôt son premier anniversaire d'ici quelques semaines. Bien sûr, ce n'est pas un service public nouveau, au sens que rien n'existait au préalable. C'est la réunion en fait de deux réseaux existants. Le réseau qui était piloté par l'ADEME, qui existait sous le nom du réseau FER, et le réseau de l'ANA, notamment des équipes de suivi animation qui sont pilotées par les maîtres d'ouvrage que sont les collectivités territoriales et qui sont cofinancées donc par l'État et les collectivités territoriales sur l'ensemble des territoires. Donc c'est là vraiment la réunion de ces deux réseaux depuis le 1er janvier dernier, avec des financements, je le rappelle, à 50% par l'État d'un côté, de l'autre côté par les collectivités territoriales. Et ce réseau permet d'avoir des conseillers sur le territoire qui sont des conseillers qui ont des démarches proactives ou des démarches de réponse en conseil et en information vis-à-vis des usagers qui souhaitent pouvoir réaliser un diagnostic de leur logement,
comprendre quels sont les mots MAUX de ce logement, les travaux qu'ils doivent réaliser à l'intérieur de ce logement et évidemment être conseillés le mieux possible par rapport au parcours de travaux qu'ils peuvent réaliser. Donc ce réseau aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté, il est piloté par l'ANA. Il est animé par l'ANA. Nous l'avons réuni dans sa totalité lors de la première quinzaine du mois de septembre dernier à Angers. Nous avions plus de 1 millier de personnes en salle et plus de 500 personnes connectées, donc qui étaient très attentifs pendant 2 jours, d'ailleurs, aux divers débats à la fois de politique publique et des débats très techniques aussi que nous avons pu avoir en atelier avec eux. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est un réseau qui augmente chaque année. C'est-à-dire qu'on a chaque année un nombre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui augmente, un nombre de programmes d'intérêt généraux qui augmente également, et évidemment un nombre d'espaces conseils France Rénov qui augmente sur le territoire. On est aujourd'hui à plus de 450 espaces conseils France Rénov et à environ 2100 conseillers sur l'ensemble du territoire national. Ce sont derrière ces chiffres, ce sont des individus, ce sont des conseillers, essentiellement en amélioration de l'habitat et en rénovation énergétique, qui sont plutôt des techniciens et qui, évidemment, ont un objectif quotidien, c'est d'orienter le ménage dans le meilleur parcours de travaux. Mais comme le disait le président il y a quelques minutes, chaque ménage n'est pas prêt à s'engager dans une rénovation globale. Une rénovation globale, enfin moi je vais vous le dire comme je le dis systématiquement, personne, ni dans cette salle, ni ailleurs, je crois, mais s'il y a une exception à la règle, échangeons à ce sujet, mais personne ne se lève le matin en ayant envie de faire des travaux chez soi. Faire des travaux chez soi, c'est intrusif, ça provoque toutes sortes de difficultés. On ne sait pas quand c'est fini, effectivement. J'y reviendrai. C'est la question de l'émiettement des filières et des corps d'État est un sujet, mais personne n'a envie de faire des travaux chez soi. Donc le tiers de confiance... le tiers de confiance est effectivement très important pour sécuriser le ménage par rapport à l'offre de travaux qui lui est faite par les entreprises, mais aussi pour s'assurer que les travaux qu'il va réaliser seront de qualité et qu'il n'aura pas forcément besoin d'y revenir. Mais il y a des ménages qui de toute façon ne s'engageront pas dans une démarche de travaux globale immédiatement et à qui il faut pouvoir proposer un parcours de travaux par étapes. Et ceux qui se sont engagés dans ce parcours de travaux sont des personnes vers lesquelles ces conseillers France Rénov que j'évoquais doivent pouvoir revenir pour leur permettre d'aller dans l'étape suivante. Donc ce point est extrêmement important, mais en tout cas, sur le pilotage du réseau France Rénov et sur l'animation de ce réseau, je vous confirme que l'ANA est bien en charge de ce réseau et que sur les modalités de financement, ce réseau reste cofinancé d'un côté par la ligne d'ingénierie budgétaire de l'agence, c'est-à-dire les financements des OPA et des programmes d'intérêt généraux, et de l'autre côté par le programme SAR, porté par l'ADEME, même si nous assurons aujourd'hui le pilotage global de cet ensemble. Ensuite, sur l'accélération de la rénovation globale. En fait, j'ai déjà posé quelques éléments. Il y a plusieurs ingrédients, si vous me permettez de le formuler ainsi. Il y a bien sûr les aides publiques, et le président l'a évoqué tout à l'heure. Le sujet de MaPrimeRénov' est une aide effectivement différente, suivant le type de ménage et suivant évidemment la démarche de travaux dans laquelle il a envie de s'engager. Cette aide, nous espérons effectivement en conseil d'administration pouvoir prendre en compte pour l'année 2023 les effets de l'inflation, de façon à ce que effectivement les difficultés rencontrées par les ménages et les entreprises aussi sur les territoires puissent être prises en compte dans cette solvabilisation des ménages. Le deuxième élément fondamental, c'est la politique locale, c'est le portage politique. Une politique d'amélioration de l'habitat privé, de rénovation énergétique de l'habitat privé, nécessite une proximité avec les usagers,
et un portage politique très fort. On voit bien dans le distinguo des opérations programmées d'amélioration de l'habitat qu'il y en a qui sont extrêmement productives avec des objectifs ambitieux qui sont atteints au bout de la durée de ces opérations et d'autres opérations qui sont plus difficiles. Tout dépend évidemment des moyens qui sont mis et du portage qui est opéré. La réussite dépend aussi de la qualité des opérateurs. Les opérateurs sont évidemment les accompagnateurs, mais on sait qu'on est face à des publics très différents, à des structures très différentes, au plan juridique bien entendu, mais surtout des profils en fait de professionnels différents. On sait qu'on a des territoires qui attirent plus ou moins ces structures, soit associatives, soit privées. Donc évidemment, le sujet est variable. Et puis enfin, la question des entreprises, la question du réseau des entreprises, évidemment de la densité d'existence d'entreprises sur certains territoires ou du manque parfois sur d'autres, de leurs carnets de commandes qui sont très complets, du peut-être manque de main-d'œuvre dans certains champs, et puis enfin de la question de l'émiettement. On a aujourd'hui un réseau d'entreprises général qui est très performant, très existant pour réaliser des travaux de grande ampleur, notamment dans le champ du logement social. En revanche, dans le champ du parc privé, face à des particuliers dans leur appartement ou dans leur maison individuelle, ils sont face en fait à des réseaux de corps d'État séparés qui ne sont pas forcément organisés pour pouvoir réaliser des travaux globaux et donc une opération complète d'amélioration du logement et notamment de sa performance thermique. Et puis enfin, la question de l'innovation dans l'industrie, notamment en matière d'isolation par l'extérieur, d'isolation par l'intérieur, pour des travaux plus rapides, moins invasifs, moins complexes. Ça restera invasif. Je ne crois pas à la baguette magique en matière de travaux dans le logement en milieu occupé, mais pour autant, on a su faire d'énormes avancées sur certains champs techniques en matière de bâtiments. Et dans ce domaine-là, beaucoup de choses sont réfléchies et sont en cours de propositions, mais pour autant, il faut des produits, évidemment, qui peuvent être mis en œuvre de façon la plus rapide possible, et qui sont efficaces et qui, bien sûr, sont accessibles à tous. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Pardon d'avoir été peut-être un peu longue, mais le sujet, vous l'avez pointé, est riche et complexe. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Directrice Générale, pardonnez-moi, je vous donne, voilà, merci Monsieur le Président. Vous êtes fort nombreux à avoir des questions, donc je vais d'abord donner la parole à Dominique Estrosi-Sassone, puis à Daniel Gremillet. Je vous demanderai de répondre et ensuite on prendra l'ensemble des questions et je demanderai à mes collègues évidemment d'être précis et concis comme d'habitude et non redondants. Voilà, Dominique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, je voudrais bien sûr revenir sur certains sujets que vous avez déjà évoqués dans vos propos, soit pour les préciser et les compléter. Est-ce que l'ANA va véritablement bouger les curseurs pour mieux accompagner les ménages ? Alors, vous l'avez dit tous les deux et on en est tous conscients. Aujourd'hui, une rénovation globale, elle n'est pas nécessairement mieux aidée par MaPrimeRénov' que des gestes uniques. Est-ce que cela va changer? Donc, vous avez parlé d'une révision de la hausse des plafonds de travaux. Vous avez parlé aussi d'une adaptation à l'inflation que connaît notre pays. Est-ce que ces curseurs vont véritablement bouger? Et surtout, dans les copropriétés, comment allez-vous accélérer? Même si vous avez donné des chiffres qui sont en progression, de MaPrimeRénov' CoPro depuis 2020 jusqu'à l'année 2022, allez-vous doubler les aides pour les copropriétaires modestes, comme c'est envisagé? Et surtout, comment comptez-vous mieux mobiliser les syndics? Les syndics, ils ont un rôle central à jouer auprès des copropriétaires. Et on voit encore que les syndics sont peu impliqués sur la question de la rénovation globale. Quand on interroge des copropriétaires, une grande partie d'entre eux disent qu'ils ont été peu sensibilisés par les syndics sur la rénovation globale. Comment comptez-vous les mobiliser? Est-ce que cela passe par la formation des professionnels? Voilà donc pour ma première question. Ensuite, je crois que le président Repentin a parlé du DPE avant et après les travaux. Mais est-ce que pour autant, vous allez le rendre obligatoire, ce DPE?
Aujourd'hui, c'est assez rare et on a beaucoup de mal à mesurer, vous l'avez dit, les gains qui sont engrangés en termes de gaz à effet de serre et de sortie surtout de passoires thermiques, ce qui provoque de nombreuses critiques. Mais les diagnostiqueurs sont-ils aujourd'hui à même de répondre à la demande et l'ANA peut-elle le financer? Enfin, on dit souvent que le guichet unique, c'est en fait un guichet de plus. Je voudrais que vous nous expliquiez comment le nouveau numéro de téléphone d'information ainsi que la plateforme digitale france-rénov.gouv.fr s'articulent avec les différents réseaux de services d'information qui existaient avant d'être rassemblés dans le réseau France Rénov. Enfin, est-il prévu de modifier l'organisation actuelle du réseau pour assurer une couverture qui soit plus homogène sur l'ensemble du territoire? Un partenariat avec les maisons France Service est-il envisagé? Et dernière question, vous n'y avez pas fait référence, quid de ma prime Adapt, qui est donc une aide à l'adaptation des logements au vieillissement de la population, tant sur l'éligibilité de cette prime, ma prime Adapt, que sur son financement. Merci. Merci Dominique. Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, mes chers collègues. Dans le cadre de mes travaux budgétaires sur les crédits énergie du PLF pour 2023, je me suis félicité de la massification de ma prime Rénov, tout en relevant ses limites, et j'en retiens deux, et je prolonge ce que vient de dire ma collègue Dominique Estrosi-Sassone. La première limite concerne ses conditions d'éligibilité. Il me semble que l'accès à la prime des propriétaires bailleurs et des syndicats de copropriété doit encore progresser. En 2021, 3 619 propriétaires bailleurs ont perçu l'aide, soit 0,95% du total des versements, et 162 copropriétaires l'ont demandé, soit 0,02% du total des demandes. De plus, l'accès à la prime des ménages intermédiaires et supérieurs, et qui s'achève cette fin d'année, doit être prorogé. Nous l'avons proposé dans le cadre des lois de finances initiales et rectificatives, mais cela doit être traduit réglementairement. Comment l'ANA compte-t-elle progresser dans le sens d'une plus grande universalité dans l'accès de la prime? La seconde limite porte sur le montant du reste à charge. Les équipements éligibles et les forfaits prévus étant limités, le montant moyen de la prime est de 3 023 € en 2020. Comment garantir dans ce contexte un accompagnement suffisamment attractif pour les ménages? Peut-on encore améliorer l'articulation entre la prime et les autres dispositifs de soutien budgétaire ou extra-budgétaires existants? Je pense notamment au C2E, dont les montants sont élevés et le coût budgétaire nul, mais qui constitue un vrai maquis pour les ménages. Ne pourrait-on pas renforcer l'information délivrée par le réseau France Rénov à ce sujet? Merci. Monsieur le Président ou Madame la Directrice Générale, je ne sais pas qui de vous deux répond. Les deux, Madame la Directrice commence et je complète. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre, peut-être en précisant, comme le disait le Président tout à l'heure, que notre conseil d'administration qui prendra un certain nombre de décisions se tient la semaine prochaine, enfin, celui sur les délibérations techniques et sur le budget initial 2023. Donc il est difficile ce matin de pouvoir vous assurer évidemment du résultat de ce vote, de ces votes de la semaine prochaine. En revanche, ce que l'on peut partager avec vous, c'est que oui, l'ANA travaille avec ses tutelles techniques, donc ministère du Logement et évidemment ministère en charge des questions d'énergie, sur l'évolution de ces aides. C'était le sens, je pense, de nos propos introductifs en faveur, bien entendu, de la rénovation globale. Et c'est donc, je vais vous le dire de cette manière-là, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'on a une première étape 2023 qui est une réponse aux questions d'inflation. Et puis, on travaille sur des évolutions plus substantielles, de rééquilibrage, de convergence, comme celle qu'on a déjà pu réaliser. La première étape de convergence était bien sûr de transformer un crédit d'impôt en une aide directe, avec évidemment une orientation sociale très importante. On a aussi fait converger déjà beaucoup de critères, mais on a encore des étapes à franchir, et c'est tous les travaux qui, bien sûr, vont nous animer, comme je vous le disais, avec nos tutelles, à compter de l'année prochaine, et en fait qui nous animent déjà. Pour améliorer la rénovation globale en copropriété, vous avez, si vous me permettez,
à la fois poser la question et présenter un élément de réponse. Effectivement, les syndics, en fait, on a un duo. On a un duo syndic, maître d'œuvre, architecte, qui est fondamental. Il se trouve que j'étais avec le ministre de la Ville et du Logement dans le sud de la Seine-et-Marne la semaine dernière. Nous avons visité une copropriété qui a fait une rénovation globale. En 80 lots, en 3 édifices, qui a fait une rénovation globale sur les 2 années. Les échafaudages avaient été retirés une semaine avant la visite, et une rénovation globale donc complète sur trois ensembles immobiliers, 80 logements. La chose était claire. Les aides ont été évidemment ont apporté beaucoup de satisfaction évidemment aux copropriétaires, mais il y avait quelque chose de très lisible dans les échanges de cette matinée. Premièrement, un président de conseil syndical extrêmement impliqué dans la démarche, un syndic extrêmement impliqué également, et un maître d'œuvre, un architecte extrêmement impliqué aussi. Ils ont constitué un trio qui a permis pendant 2 ans d'obtenir le vote en Assemblée générale, de convaincre, et ensuite, bien entendu, de suivre les travaux. Mais moi, j'ai bien compris que la première année de conviction avait été finalement l'année presque la plus complexe et la plus dense en énergie développée par ces trois acteurs. Donc du coup, effectivement, la formation, l'implication des syndics est extrêmement importante. Après, ce que je peux partager avec vous, c'est que bien sûr, on a un axe de formation et d'échange avec eux, mais que j'étais hier au congrès de la FNAIM, et que pour la première fois, parce que bon, j'y vais pas systématiquement, mais en tout cas pour la première fois depuis maintenant un certain nombre d'années, la salle était comble sur les sujets rénovation énergétique et sur les échanges qu'on a pu avoir à la fois avec la présidence de la FNAIM, mais aussi avec la FFB qui était présente, avec Saint-Gobain qui était présent aussi, et aussi avec des représentants de structures qui accompagnent les ménages, et que les syndics posent de plus en plus de questions sur ces sujets. Donc on a un axe de formation très important. Et puis bien sûr, l'évolution des aides que vous avez évoquées fait partie des discussions de la semaine prochaine, dont nous espérons effectivement, en première étape, je le dis bien, en première étape, obtenir effectivement des votes favorables. Sur le diagnostic de performance énergétique, en fait, c'est la question de l'évaluation avant travaux et après travaux. Donc, sur MaPrimeRénov' copropriété, sur MaPrimeRénov' sérénité, c'est déjà une obligation, puisqu'on mesure le gain énergétique. C'est le diagnostic, c'est ce qu'on appelle un audit, en fait. Et aujourd'hui, nous travaillons donc sur la convergence, évidemment, de cet audit avec le diagnostic de performance énergétique. Et effectivement, dans nos travaux à venir, l'implication, ou plutôt l'implémentation et l'obligation de ce diagnostic préalable et de ce diagnostic final, effectivement, fait partie des pistes de réflexion. C'est le moyen, effectivement, de s'assurer qu'on a un gain énergétique, et un gain énergétique mesuré dans chaque logement, en sachant que les chiffres que l'on a aujourd'hui sur MaPrimeRénov' nationale sont des chiffres de mesures conventionnelles, et donc il faut qu'on puisse effectivement avoir quelque chose de plus précis et qui s'inscrit dans la réalité. Pour autant, je partage avec vous qu'à partir du moment où, évidemment, on inscrira ou s'inscrirait, je préfère le dire au conditionnel, cette obligation, le parcours du ménage devient évidemment plus complexe parce qu'il aura évidemment des pièces supplémentaires et un acte supplémentaire à réaliser. Mais l'accompagnement devrait évidemment l'aider dans ce parcours. Sur France Rénov', comment se fait l'articulation? Donc la plateforme France Rénov', effectivement, s'adosse sur une plateforme numérique qui a été créée au 1er janvier dernier. Et à partir de cette plateforme, soit en prise de contact téléphonique, soit évidemment en accès numérique sur cette plateforme, on est dirigé immédiatement vers les structures locales. Immédiatement vers les structures locales, c'est-à-dire qu'il suffit sur la plateforme de rentrer son adresse pour être mis en contact en fait avec... on obtient l'adresse et le numéro de téléphone du réseau le plus proche de chez soi, et lorsqu'on téléphone, on est mis en contact directement avec le réseau local, et une convention est en cours de préparation avec l'Agence nationale de cohésion des territoires pour effectivement faire le lien avec les maisons France Service. Alors, ça existe déjà. En fait, dans certains territoires, il y a déjà des permanences France Rénov' dans les maisons France Service, mais par contre, ce n'est pas sur l'ensemble du territoire national.
Et l'objectif, c'est évidemment de le généraliser. Mais on a des territoires qui n'ont pas attendu une convention de niveau national pour le faire. Et l'objectif aussi, c'est d'impliquer les maisons France Service pour un certain nombre d'usagers qui sont éloignés du numérique et qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir accéder à ces plateformes et faire leurs demandes. Je continue sur les questions de rénovation énergétique, sur les limites de MaPrimeRénov', notamment pour les propriétaires bailleurs. Un gros travail. Alors, pour les propriétaires bailleurs, je voudrais revenir sur ce qui existe déjà. En fait, il y a 3 aides. Il y a 2 aides qui sont des aides aux travaux. Il y a MaPrimeRénov' propriétaire bailleur et il y a Habiter mieux Sérénité propriétaire bailleur qui leur permettent de réaliser des travaux massifs dans leur logement. Et ce que l'on constate au travers des financements de l'ANA, c'est que les propriétaires bailleurs qui s'engagent dans ce type de démarche réalisent des travaux d'ampleur. C'est-à-dire, en moyenne, le bouquet de travaux est aux alentours de 50 000 euros, voire il peut monter jusqu'à 60 000 euros de montant de travaux. Ceux qui s'orientent plutôt vers MaPrimeRénov' sont des propriétaires qui sont plutôt propriétaires bailleurs qui font un changement d'équipement à un moment donné et uniquement un changement d'équipement. Et là, on est sur des montants de travaux effectivement qui sont plus modestes. Ce que l'on constate, et vous l'avez effectivement pointé au travers des chiffres, c'est qu'on a peu de propriétaires bailleurs qui s'orientent quand même vers ces demandes de travaux, ces demandes d'aide pour pouvoir réaliser des travaux. Et la question reste pleine et entière, notamment compte tenu des contraintes qui s'imposent aux propriétaires bailleurs au travers de la loi climat résilience. Et donc, on va travailler dans les prochains mois à une convergence, c'est-à-dire faire en sorte que finalement, il n'y ait qu'un seul peut-être dispositif pour leur permettre finalement d'avoir une aide la plus simple possible pour pouvoir réaliser ces travaux. Et puis ensuite, on a une aide fiscale qui est Loc Avantage, qui là continue, en tout cas les chiffres qu'on sortira début 2022 montreront qu'on est toujours sur une tendance plutôt haussière, mais modestement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une envolée de sollicitation de cette aide fiscale, mais pour autant, on n'est pas non plus, on n'est pas dans la continuité. On voit que de plus en plus de propriétaires bailleurs la sollicitent, mais pas de façon massive et en tout cas pas de façon suffisante pour pouvoir réellement traiter l'ensemble du parc. Et sur la question du reste à charge, effectivement, le montant moyen de l'aide MaPrimeRénov' est aux alentours de 3 000 euros sur MaPrimeRénov' national parce qu'on est sur un changement d'équipement et qu'on moyenne évidemment les aides aux propriétaires les plus aisés, voilà, et ceux qui évidemment sont les plus vulnérables. Ce que l'on constate, c'est que quand même les forfaits qui sont sollicités concernent des équipements décarbonés, donc pompe à chaleur, chaudière à granulés, poêle à granulés, donc de plus en plus, alors qu'au moment où MaPrimeRénov' a été créé, on avait beaucoup de demandes en chaudière gaz, même THPE, mais aujourd'hui vraiment il y a, voilà. Vraiment, mais l'inflexion s'est faite dès 2021. Donc voilà, 2020, on était encore beaucoup dans cette tendance chaudière gaz THPE. Et puis, à partir de l'année 2021, les forfaits d'équipements décarbonés ont été très sollicités. Et sur les C2E, c'est ce que le président évoquait tout à l'heure, les ménages, d'une manière générale, sollicitent les C2E quand ils sollicitent MaPrimeRénov'. Quasiment systématiquement, mais au travers des entreprises. En tout cas, dans les déclarations qu'ils nous font sur la plateforme, on voit bien que ces C2E sont sollicités. Simplement, les critères, le principe de convergence des critères et de sollicitation de ces C2E doit être amélioré. Mais les C2E, comme vous l'avez dit, c'est une aide, en fait, au fond, entre guillemets, privée et pas une aide publique. Et c'est toute la complexité des travaux qui sont devant nous. Et MaPrimeAdapt. Alors, MaPrimeAdapt, pardon, je suis longue, mais les questions sont très riches. MaPrimeAdapt, donc effectivement, le gouvernement a annoncé cette nouvelle aide pour normalement début d'année 2024. Donc, nous y travaillons. Nous y travaillons dans un registre, évidemment, de création d'une nouvelle aide. Je le rappelle, l'objectif, c'est de fusionner l'aide qui existe déjà côté ANA, qui s'appelle Habiter Facile,
le crédit d'impôt et les aides de la CNAV, donc et d'avoir, grâce à ce rapprochement et cette fusion de 3 aides, d'avoir une seule aide existante, donc plus simple à capter. Et par ailleurs, évidemment, avec une augmentation du plafond de travaux et une augmentation de l'aide. Par ailleurs, en termes de périmètre, c'est une aide qui sera destinée aux ménages les plus modestes, donc les 4 premiers déciles de la population française, ménages en situation de perte d'autonomie, soit en raison de leur âge, soit en raison d'un handicap. L'objectif, je crois que le ministre l'a dit au moment d'un colloque au mois d'octobre, est que ma prime ADAPT soit une aide à la pierre. Rapidement, revenir sur 2 points. Sur la question des syndics, qui est une question très importante dans l'acte de décision. La réussite d'une politique publique, c'est les moyens qui sont mis par la nation, les collectivités territoriales. Mais sur ce sujet-là, on est sur des décisions, vous l'avez bien compris, d'individus seuls dans leur maison ou d'individus agrégés dans une copropriété. J'ai assisté comme élu local, vice-président chargé de l'habitat sur mon territoire, à plusieurs assemblées générales de copropriété au cours des derniers mois pour des actes de décision, de s'engager ou non. Très franchement, j'ai trouvé que l'ambiance est bien plus difficile qu'une campagne électorale, si je puis faire une comparaison. C'est d'une très grande violence. Ressortent dans ces discussions les problèmes de voisinage, des stratégies qui sont assez différentes au sein d'une copropriété, entre un propriétaire occupant, un propriétaire bailleur, un propriétaire multi-bailleur qui a une stratégie patrimoniale dans beaucoup d'immeubles de votre ville. Et je ne sais pas si certaines ou certains ont eu la chance de voir un film qui est sorti il y a quelques mois sur les grands écrans qui s'appelait Les Promesses, qui est l'histoire d'une maire d'une ville de banlieue, jouée par Madame Isabelle Huppert, qui est confrontée à un problème d'une copropriété. Ce film est admirable pour voir quelles sont les stratégies au sein d'une copropriété et comment la puissance publique se heurte à une non-décision. Et Madame Estrosi-Sassone, c'est vous qui avez posé la question, c'est vrai que c'est la différence entre le logement public et le logement privé. Car au moment où la loi climat et résilience a été adoptée, le parc public consomme 30% d'énergie de moins que le parc privé, 50% d'eau de moins que le parc privé, parce que vous avez des stratégies d'entretien du patrimoine et un syndic, qui est en l'occurrence le directeur de l'organisme HLM, avec des représentants de locataires qui ont un rôle de sensibilisation, parfois des collectivités territoriales derrière. C'est pour cela que la question des syndics est très importante et qu'on voit sur le territoire des réunions aussi qui sont organisées par les EPCI à destination des syndics pour les former à cette question de la sensibilisation sur la donnée environnementale. Voilà, donc c'est un vrai travail. Le représentant des syndics qui siègent au conseil d'administration de l'ANA nous dit que la durée moyenne entre l'inscription à l'ordre du jour du dossier de rénovation et la réalisation, c'est 6 ans et demi dans une copropriété privée. Voilà, c'est un vrai sujet qui peut aussi expliquer pourquoi, dans une politique, même s'il y a des moyens, il peut y avoir une prise de décision bien plus difficile qu'on ne l'imagine. Alors, des textes sur l'obligation de faire des travaux, sinon vous ne pouvez pas louer, augmenter les loyers, etc., vont sans doute aider à la prise de décision. Et c'est pour ça qu'on a l'espoir de voir une croissance assez forte dans les années qui viennent, parce qu'il y a ces obligations réglementaires. Et que certains propriétaires bailleurs vont aussi se dire, mince, je ne peux plus louer, je ne peux plus changer le loyer, ça va sans doute nous aider. Mais les assemblées générales sont vraiment très difficiles. La dernière chose, c'est un complément sur France Rénov', le tiers de confiance. C'est vraiment très important. Il y a des gens qui viennent, qui poussent la porte, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et donc, ils vont avoir en face d'eux
quelqu'un qui vont leur dire, bah, écoutez, nous on a besoin de quoi? Il faut que vous nous ameniez, si possible, si vous avez les plans de construction de votre habitation, quelle est l'orientation de votre habitation, en quelle année elle a été faite, puisque les normes thermiques de la décennie 70 n'est pas les mêmes que les années 80. Qu'avez-vous fait vous-même? Quel est le vitrage? Est-ce que c'est du simple vitrage, double vitrage, triple vitrage? Et des gens viennent sans aucune idée préconçue, sauf qu'ils savent qu'ils vont s'engager sur des travaux qui peuvent être effectivement très perturbants pour leur vie quotidienne. Et puis vous en avez une partie qui ont travaillé et qui se disent, voilà, nous on veut faire ça. Il faut savoir que les ménages qui viennent avec un projet tout fait, la moitié change le projet. La moitié change le projet lorsqu'ils ont vu le conseiller France Rénov'. Parce qu'ils ont eu un conseil où des idées préconçues ont été remises en cause. La priorité, c'est le changement du vitrage. Ben, non, c'est plutôt l'isolation du toit, des murs, et ensuite, voilà. Donc, c'est très important qu'ils puissent venir en se disant, je vais avoir un conseil, sans qu'il y ait derrière, il y a un intérêt de celui qui me conseille. Faites l'expérience si vous pouvez, vous-même. Alors, quand on est sénateur, c'est difficile parce qu'on est clairement identifié. Moi, je l'ai fait à titre personnel, voilà, en allant poser un projet, et vous revenez effectivement avec une réflexion qui n'est pas la même, quoi. Et c'est important qu'on puisse nous assurer, quand on pousse la porte de France Rénov', on ait ce conseil qui puisse éclairer utilement. Chaque dossier est un cas particulier, je vous assure, chaque dossier. Voilà, donc c'est important, je voulais simplement vous le redire, c'est que c'est aussi notre demande d'explication la plus pertinente pour celles et ceux qui viennent nous voir. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais demander à mes collègues d'être concis dans leurs questions, puisque vous êtes encore 17 à devoir poser des questions. Olivier Rittmann, ensuite Laurent Saumon. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale. Je vais vous parler d'un sujet qui remonte régulièrement au niveau de la Présidente, et je remercie vraiment Madame la Présidente d'avoir organisé cette audition, parce qu'on est un certain nombre, et je trouve que vous avez parlé du sujet, mais de manière plutôt superficielle, alors que c'est un sujet aujourd'hui qui pourrit la vie de certains de nos concitoyens qui ont monté des dossiers MaPrimeRénov', et qui aujourd'hui n'y voient pas d'issue au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi, alors que des dépenses ont été engagées. Il y en a même qui se retrouvent dans des situations alors dû réaliser des prêts bancaires pour payer des travaux, et quelquefois uniquement par un manque de communication. Vous l'avez dit, Madame la Directrice, aujourd'hui, on met en place et on fait en sorte que sur les territoires, il y ait des interlocuteurs, notamment MaPrimeRénov', territorialisés. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'à la fois on a une plateforme nationale qui traite les dossiers, à la fois on a des interlocuteurs territoriaux, mais il n'y a pas de communication dans les deux sens entre les deux. Et du rapport même, de l'aveu même du directeur de la DDT de la Haute-Saône cette semaine, il me dit, nous on peut faire remonter les choses, mais on n'a aucune vision sur les dossiers, leur instruction, où ça en est, et on n'a pas de descente. Et la même chose pour les conseillers France Rénov' territoriaux. Et moi j'ai sous les yeux des dossiers qui datent de plus d'un an, sur des petits détails, et on se rend compte que MaPrimeRénov', c'est vrai, c'est quelque chose de très important, qui nous permettra d'arriver à des objectifs écologiques et environnementaux dans les 20 ans qui viennent, mais qui suffit d'un petit grain de sable pour que la vie de nos concitoyens soit complètement pourrie. Alors j'aimerais qu'on ait des interlocuteurs. D'ailleurs, ce sujet a été montré du doigt par la défenseure des droits dans un communiqué de presse qui date de fin octobre et qui parle d'hyper-dématérialisation et d'hyper-centralisation. Où on en est dans la volonté de régler ces problèmes. Et nous, en tant que sénateurs, on est régulièrement sollicités par nos concitoyens. Vers qui devons-nous nous adresser pour avoir enfin des réponses et déverrouiller ces dossiers sur lesquels on ne voit pas d'issue? Merci beaucoup, Olivier. Laurent Saumon, ensuite Viviane Artigalas. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, effectivement, ça va revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, mais à propos en particulier du logement insalubre. Parce que vous avez parlé effectivement que l'intérêt de cette politique, c'était la massification, mais vous avez également dit effectivement qu'il y avait des spécificités individuelles et qu'il fallait accompagner chaque Français. Et c'est véritablement le cas que vient d'évoquer Olivier Rittmann et que je veux aussi vous poser. Parce que de la nécessité au projet et du projet au concret, eh bien, c'est un parcours du combattant. Les délais et difficultés, vous avez dit, Monsieur le Président, que c'était 500 cas. Je pense que c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, ces cas-là sont dramatiques et souvent révèlent des dysfonctionnements importants, effectivement, dans le parcours pour réaliser un projet de réhabilitation ou de rénovation.
Aujourd'hui, je vais refaire le même constat. Effectivement, vous avez la DDTM que j'ai contactée, qui parle de la règle, mais qui ne peut rien faire. L'ANA, qui parle de financement. L'opérateur, qui fait des diagnostics, mais qui n'accompagne pas jusqu'au bout les demandeurs. Les collectivités territoriales, qui sont plutôt mobilisées, soit au travers des OPH, soit à travers des PLH. Et puis le propriétaire qui se retrouve, notamment lorsqu'il n'a pas la capacité, je dirais, et qu'il est en précarité, de pouvoir, j'allais dire, coordonner tout ça. Effectivement, il manque un maillon. Je ne sais pas si c'est votre référent accompagnateur Rénov', mais en tout cas, il y a des propositions qui ont été faites par les conseils des architectes, voir s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un maître d'œuvre. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est de quoi on a besoin et qui on va solliciter pour répondre aux besoins, c'est-à-dire les entreprises. Donc il y a le problème de la maîtrise d'œuvre, d'une part, et de la sollicitation et de la mobilisation des entreprises, sans qu'elles soient des marchands de sommeil, et qu'il faut donc bien les labelliser. Est-ce qu'il y a une proposition qui est faite en ce sens sur la labellisation des entreprises, sur la possibilité d'avoir, comme le propose par exemple l'Ordre des architectes, donc une maîtrise d'ouvrage qui soit proposée aux EPCI pour pouvoir les accompagner. Et puis un point qui a été oublié comme important et dont Olivier Rietmann vient de pointer, c'est les avances, les régies d'avance. Il y a bien sûr des collectivités, des EPCI qui s'y sont engagées. Personnellement, on va s'y engager au niveau du conseil départemental de mon département. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté pour engager les financements. Et donc, ça montre bien que ce parcours est extrêmement compliqué, quoi qu'en disent, je dirais, les propos très enthousiasmants que vous avez pu nous tenir. De vous donner un exemple qui dure depuis 2 ans et demi, qui est absolument innommable. Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez dit dans les derniers cahiers de l'ANA que les 80% des logements de 2050 existent déjà. Effectivement, on voit bien que c'est pour montrer l'importance de la rénovation. Simplement, bon, on se dit aussi que c'est peut-être aussi pour justifier la panne dans la construction de logements que nous avons actuellement. Est-ce que vous pensez réellement que le rythme de construction actuel suffira pour répondre aux besoins de logements abordables et des 2,2 millions de personnes qui attendent un logement social? Et qu'est-ce que vous pensez du dispositif seconde vie, de faire du neuf dans l'ancien, qui pourrait aussi... Qu'est-ce que vous pensez? Sur la question de la rénovation, on voit bien que les financements sont là, et vous l'avez bien montré que la difficulté est plutôt plus vers l'accompagnement et vers la filière aussi qui est très atomisée. Sur la question de l'accompagnement, est-ce que vous pensez, parce que cet accompagnement il est particulièrement difficile sur la rénovation qui est très importante en milieu rural, dans les logements en milieu rural, est-ce que vous avez des dispositifs dans vos structures locales pour aller vers les habitants? Et dernière chose, sur la question ça a été évoqué, de ce qui pourrait exister par rapport à la filière, l'organisation de la filière. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un autre ministère dans le lot, celui de l'économie, avec l'artisanat et l'industrie? Merci Viviane. Amel Gacquer, ensuite Jean-Claude Tissot. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice, vous l'avez dit, vous œuvrez aujourd'hui dans un contexte qui vous confère un rôle essentiel, explosion des coûts de l'énergie, baisse du pouvoir d'achat, dérèglement climatique, et vous êtes identifié aujourd'hui comme un acteur majeur en matière de rénovation. L'augmentation des demandes, notamment une multiplication par 10 en 5 ans, en atteste. Et c'est dans ce cadre que je vous interpelle. Il a été évoqué des dysfonctionnements dans la gestion des dossiers de MaPrimeRénov'. Mais je souhaite évoquer la situation de nos concitoyens qui ne peuvent pas déposer de dossier, qui ne poussent pas forcément la porte des guichets d'information. En effet, la dématérialisation complète de la procédure nécessite une connexion Internet. Nous savons que près de 13 millions des Français souffrent d'électronisme. Ces Français sont aussi souvent les plus modestes et les plus à même de vous solliciter. Vous avez évoqué, Madame la Directrice, brièvement, trop brièvement le sujet. Et compte tenu de l'enjeu, j'aimerais creuser en fait ce sujet. Comment comptez-vous aujourd'hui pallier à ce dysfonctionnement, vous adresser à ce public démuni face à l'usage d'Internet? Est-ce qu'une action particulière est prévue? Je vous remercie. Merci. Ensuite Rémi Cardon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Pour ma part, je souhaiterais revenir sur la question spécifique de la rénovation thermique des logements situés en zone rurale.
avec près de 936 000 habitations concernées, soit un taux de 22% pour ces territoires ruraux, contre une moyenne nationale fixée à 19,6%. À l'exception de l'agglomération parisienne où le taux est le plus élevé, les espaces ruraux sont donc légèrement moins bien lotis que les logements dans les plus grandes agglos. L'explication apportée est souvent l'ancienneté attribuée aux constructions dans les zones rurales, ce qui n'est pourtant pas forcément le cas si on établit une comparaison avec les bâtiments urbains. Ainsi, je souhaitais connaître votre analyse sur les difficultés rencontrées, même si vous avez abordé ce sujet-là tout à l'heure, par la rénovation thermique dans ces territoires. Le dispositif MaPrimeRénov', souvent mis en avant comme une grande réussite par le gouvernement, connaît pourtant de nombreuses problématiques. Plusieurs collègues les ont soulignées et ne semble pas répondre à tous les enjeux. Et ce que vient de souligner ma collègue Gacquerre est très important en termes de connexion et de capacité à utiliser le numérique. Pensez-vous qu'une adaptation de ce dispositif pour les territoires ruraux pourrait être pertinent, ou considérez-vous que d'autres politiques publiques pourraient être plus efficaces? Merci. Merci Jean-Claude. Rémi Cardon, ensuite Françoise Férat. Merci Madame la Présidente. Ma question, effectivement, revenir tout simplement sur le rapport du CESE qui dit en 2021 la rénovation globale concernait moins de 1000 dossiers, soit 0,2% des demandes financées en 2021, avec un montant moyen de 3 000 euros. Ça a été dit tout à l'heure par mes collègues, mais vous dire aussi que en parallèle, effectivement, 14% des ménages français sont en situation de précarité énergétique, et c'est la raison pour laquelle, quand je vous entends dire personne n'a envie de faire des travaux chez soi, vu l'augmentation des prix de l'électricité, du gaz, et vu le reste à charge aussi, qui est près de 40% pour les plus modestes, et ça c'est plusieurs rapports qui le stipulent, effectivement il va falloir aussi mettre la main à la pâte et accélérer, et c'est la raison pour laquelle je vais vous poser plusieurs questions. Pensez-vous qu'il faille opérer une simplification des dispositifs d'aide à la rénovation thermique en essayant d'homogénéiser les conditions d'accès? Pensez-vous qu'un reste à charge zéro à destination des propriétaires modestes serait une solution pour accélérer la rénovation thermique des logements? Et tout simplement aussi faire un focus pour justement stopper, je dirais, l'effet des rénovations monogestes. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à soit absorber ou supprimer MaPrimeRénov' au profit de MaPrimeRénov' Sérénité? Je comprends que c'est une porte d'entrée pour certains, pour en tout cas certains ménages, mais dans ce cas-là, faut-il clairement l'assumer que c'est une porte d'entrée pour les embarquer sur une rénovation globale, et donc mettre des dispositions incitatives pour les faire basculer sur MaPrimeRénov' Sérénité? Alors est-ce que c'est en tout cas dans votre feuille de route? Et puis j'ajouterai aussi une remarque sur la situation de ce qu'on entend sur le terrain, notamment sur les obligations et les interdictions qui pèsent sur les propriétaires dans les faits. Mais bien évidemment, ça ne s'applique pas à de nombreuses personnes, parce que, par exemple, l'interdiction d'augmentation de loyer ne s'applique pas à un bail signé avant le 24 août 2022. De même, l'interdiction de location ne s'appliquera pas pour les logements les plus consommateurs au 1er janvier si le bail a été signé avant le 24 août. Donc ce qui est gênant là-dedans, c'est que comment un locataire, dans le rapport de force entre le propriétaire et le locataire, comment un locataire peut inciter son propriétaire à ne pas réviser le loyer, parce qu'il y a des augmentations de loyer, et pourtant il est déclaré passoire thermique depuis bien longtemps, mais sauf que son bail a été signé aussi depuis bien longtemps. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a un rapport de force qui n'est pas sain. Faut-il aller jusqu'à une révision de loyer autorisée si et seulement si une mise à jour du DPE? Enfin voilà, c'est un peu complexe, mais je vous invite à y regarder quand même. Ah, très bien, merci Rémi. Françoise Férat, ensuite Marie-Christine Chauvin. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je serai très rapide puisque ma question rejoint celle de notre collègue Dominique Estrosi-Sassone et concernait les divers plafonds. Et ça me semble, Monsieur le Président, un point fondamental. Mais je voudrais profiter d'avoir la parole pour vous apporter un témoignage s'il en était besoin. À Épernay, dans mon département, pour l'OPH, Rénovation urbaine Cœur de Ville, 2000 logements et 4500 habitants sont concernés. Seuls 3 logements ont pu être traités en 2 ans sur les 2000 possibles. Le niveau de ressources ne convient pas pour les uns et les plafonds pour les autres. Vous avouerez que c'est quand même moins que peu. Merci de la rapidité de l'intervention. Marie-Christine Chauvin, oui, ensuite merci, Madame Sylviane Noël.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice. Madame la Directrice, vous avez parlé de la facilité pour accéder au parcours du système. Et je dois hélas vous dire qu'il y a de nombreux dysfonctionnements. Et là, je vais vous parler pas d'un petit grain de sable, mais d'un énorme grain de sable qui met un couple en grande difficulté. Donc, le monsieur est à mobilité réduite et il est accompagnant de sa femme qui est également en situation de handicap. Ce dossier dure depuis juin 2021 où il a alerté. Son compte MaPrimeRénov' a, semble-t-il, été piraté. Le compte a été bloqué. Et depuis cette date, il demande qu'on lui supprime ce compte pour qu'il puisse en créer un autre. Et à ce jour, eh bien, la situation n'est toujours pas résolue. Il a sollicité une dérogation pour pouvoir faire ses travaux. C'est pour une installation à chaudière granulée bois. Il a passé l'hiver 2021-2022 sans chauffage et là, l'hiver est là et son chauffage n'est toujours pas installé. Donc, il me semble que la situation est vraiment dramatique. Cette fois, il menace d'alerter les médias parce qu'il n'a pas de réponse. Moi, j'ai également signalé le problème. On m'a dit qu'on allait contacter le monsieur pour l'aider, mais il n'y a toujours pas d'avancée. Donc, comment aider ce monsieur? Pour la dérogation, on lui dit de joindre les documents par votre site. Évidemment, il est bloqué, il ne peut pas joindre par le site. Il a tout envoyé par mail il y a 15 jours et à ce jour, il attend toujours la réponse. Donc, vraiment, je pense que la situation est urgente à résoudre. Merci Marie-Christine. Sylviane Noël, ensuite Henri Cabanel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice. J'aurais souhaité avoir plus d'informations sur les missions de mon accompagnateur Rénov'. Est-ce qu'au-delà des conseils donnés aux particuliers pour les diriger vers les travaux d'économie d'énergie les plus appropriés, est-ce que ce tiers de confiance aura également pour rôle de les accompagner dans leur démarche administrative, car pour l'avoir vécu personnellement et pour être plutôt aguerri aux lourdeurs administratives et à l'outil informatique, je peux personnellement témoigner que c'est un vrai parcours du combattant. Je rejoins les nombreux témoignages qui m'ont précédé et que la moindre erreur peut amener tout simplement à se voir privé de ces aides. C'est ma première question. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même nécessité de mettre en œuvre un principe de droit à l'erreur, comme on le connaît aujourd'hui en droit administratif, pour ne pas priver des particuliers de bonne foi qui n'auront pas coché la bonne case au bon moment, au bon endroit, de pouvoir malgré tout percevoir leurs aides. Par ailleurs, il faut en moyenne 4 mois entre la fin des travaux et le déblocage des aides, que ce soit des aides de l'ANA ou des certificats d'économie d'énergie, ce qui est quand même considérable quand on connaît le montant des travaux engagés. Et puis enfin, est-ce qu'il existe au niveau de l'ANA un médiateur pour faire face aux litiges que peuvent connaître les usagers? Je pense notamment à un couple de retraités qui a fait changer sa chaudière. L'entreprise était censée réaliser toutes les démarches, chose qu'elle n'a pas fait ou mal fait. Et lorsque les travaux ont été terminés, l'entreprise a bien été payée par les clients. En revanche, eux n'ont pas reçu l'aide promise par l'ANA de 5 000 € et donc sans recours possible au bout du compte. Merci. Merci. Avec beaucoup de respect, peut-être que si on peut éviter toutes les petites histoires dans tous les... Voilà, ça, on gagnera un tout petit peu de temps, je crois qu'on a... Oui, c'est bien sûr révélateur. Vous êtes libre de poser les questions que vous voulez, je suggère juste. Voilà. Henri Cabanel et ensuite Laurent Duplon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Je vais revenir essentiellement donc sur les demandeurs qui ont été victimes d'entreprises donc peu scrupuleuses et qui se trouvent aujourd'hui dans des situations donc assez difficiles. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer par rapport donc aux conseillers que vous avez mis en place, le fait de pouvoir compter sur ces conseillers justement en cas de problème pour les épauler face donc à ces entreprises peu scrupuleuses et justement pour éviter
un nombre quand même assez important. Enfin, moi, je vois sur mon territoire, il y a quand même quelques entreprises scrupuleuses qui ont causé beaucoup de dégâts par rapport à des demandeurs, voire pouvoir, s'il n'était pas opportun, de mettre davantage de critères pour la labellisation RGE des entreprises. Merci beaucoup, Henri. Laurent Duplon, ensuite Serge Mérillou. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais poser une question simple. Une personne qui bénéficie des aides de l'ANA, qui est éligible à ces aides, les travaux sont faits sur son domicile ou sa maison. Par contre, cette personne est propriétaire d'un certain patrimoine. Ce patrimoine, par la suite, est vendu pour plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Est-ce que, une fois que vous constatez ces ventes, l'ANA récupère les sommes qui ont été versées au départ pour la réhabilitation du logement? Merci, Laurent. Serge Mérillou, ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Tu n'avais pas demandé la parole, alors merci de la brièveté de tes propos. Evelyne, c'était toi? Ah bah alors, Denis, vas-y. Est-ce que, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une évaluation des bénéfices environnementaux et sociaux du programme est-elle prévue? Et la deuxième question, est-ce qu'enfin, selon vous, vous allez encourager la rénovation avec un gain énergétique qui soit supérieur à 50%? Garabédian, donc. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, mes collègues en ont parlé. La procédure d'accès au dispositif MaPrimeRénov' rencontre des difficultés, comme l'indique d'ailleurs le défenseur des droits dans une décision du mois d'octobre dernier. Face aux dysfonctionnements techniques qui sont rencontrés sur la plateforme, au délai de traitement des dossiers et à l'absence de prise en compte des avis de dégrèvement, certains demandeurs n'ont pas pu accéder à cette aide. Si l'ANA entend à l'avenir résoudre les problèmes, comme vous l'avez indiqué, des dysfonctionnements, pour permettre aux futurs demandeurs d'accéder facilement à cette aide, qu'en sera-t-il de l'ensemble des demandes qui ont précédemment été faites et qui n'ont pas pu être réalisées en raison des difficultés qui étaient imputables à la mise en œuvre du dispositif? Merci de votre réponse. Merci Evelyne. Daniel Salmon, ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, je ne reviendrai pas sur le maquis, beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, la recherche de lisibilité est toujours là. Votre exposé était très touffu, mais on voit bien que c'est très complexe. J'aurais juste une question. Vous avez parlé des rénovations par geste qui ne doivent pas être, qui doivent être prises en compte. Pourtant, toutes les études montrent qu'il faut aller vers des rénovations globales et que c'est vraiment le maître mot pour avoir une efficience. Doit-on continuer à rembourser, à aider les rénovations pour un geste ou deux gestes? Voilà, moi, c'est ma question. Et l'incitation montre aussi ses limites. L'obligation, que pensez-vous de l'obligation, par exemple, sur les multipropriétaires bailleurs? Parce qu'on sait, on parle souvent du petit propriétaire bailleur, mais il y a souvent des multipropriétaires. Merci. Parce qu'il y a encore un côté gauche, un côté droit dans cette salle, c'est parfait. Anne-Catherine Loisier, merci, Madame la Présidente. Martine Berthet. Monsieur le Président, Madame la Directrice, merci beaucoup pour toutes ces infos. Moi, j'aurais juste deux petites questions complémentaires pour mesurer l'efficacité du dispositif à ce stade. Vous avez parlé de 163 000, Madame, logements rénovés. Je voudrais savoir l'évolution en termes de classement de ces logements et en matière de zonage, est-ce que vous avez un classement zonage urbain ou ruraux? Merci. Merci beaucoup Anne-Catherine. Martine Berthet, ensuite Micheline Jacques. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice, moi j'aimerais vous parler des propriétaires bailleurs dans l'immobilier touristique de montagne. La loi Climat et Résilience d'août 2021 faisait une exception jusque-là, mais des démarches sont-elles tout de même engagées par des propriétaires ou des copropriétaires? Emmanuel Vargon parlait de la mise en œuvre possible d'une foncière immobilière par la Caisse des dépôts.
lors d'une réponse à une question orale. Est-ce qu'il y a une future obligation, je pense aux annonces du ministre Olivier Klein fin octobre sur une chaîne TV? Merci. Merci beaucoup Martine. Micheline Jacques nous emmène en Outre-mer, Madame la Présidente. Et Présidente. ensuite Patrick Chauvet. Monsieur le directeur, Madame la directrice générale, pardon Monsieur le Président, excusez-moi, à la faveur d'une audition réalisée en 2021 dans le cadre d'un rapport sur le logement en Outre-mer à l'initiative de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, vous nous avez indiqué, Madame la directrice, que l'action de l'ANA se limitait au dispositif MaPrimeRénov'. Seuls 700 dossiers avaient été engagés en 2020 dans les 4/5e concernés la Réunion, alors qu'il n'y en avait aucun en Guyane et à Mayotte. Pouvez-vous nous indiquer si ce chiffre s'est amélioré, si la disparité entre les territoires est-elle toujours aussi prononcée? Par ailleurs, des adaptations pour une meilleure articulation entre les financements via la LBU et les aides de l'ANA étaient en cours de réflexion. Qu'en est-il? Merci Micheline. Patrick Chauvet, ensuite Patricia Schillinger. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Au regard des échanges que nous avons et pour l'avoir vécu, j'ai une question très courte et très simple. Vous avez prochainement un conseil d'administration. Allez-vous envisager ou proposer l'hypothèse de la simplification? Merci à vous. Merci Patrick. Et Patricia Schillinger. Oui, dernièrement, il y a eu un reportage, l'interrogation d'isolation de camping, de maisons qui sont en location temporairement ou saisonniers. Et il y a parfois des choses assez artistiques donc en location et demander s'ils faisaient partie aussi des aides financières. Merci beaucoup. Au menu, un grand nombre de questions, mais quelques thèmes récurrents, je pense. Alors, je vais commencer sur les dossiers en difficulté, puisque vous nous avez fait partager un certain nombre de difficultés. La première chose, je reviens sur les chiffres qui vous ont été présentés par le président en début d'audition. L'ANA prend 25 000 décisions par semaine. Donc, il y a 25 000 ménages qui, chaque semaine, bénéficient de MaPrimeRénov', soit en engagement, soit en paiement. La défenseur des droits a remonté 500 dossiers. 50% de ces dossiers étaient traités au moment de cette décision. Des dossiers en difficulté existent. Vous me les envoyez, vous me les transmettez, on va les traiter. Ça, c'est le premier point. Voilà, c'est la proposition. Vous me les envoyez. Vous me les envoyez. Non mais vous me les envoyez. Et on reçoit régulièrement des sollicitations de parlementaires avec des dossiers qui sont réglés. Effectivement, il y en aura toujours. Je souhaite vous le dire. Il n'existe pas de système parfait. Et derrière ces dossiers en difficulté, il y a eu des dysfonctionnements de la plateforme en 2020. Mais il y a aussi, effectivement, des ménages qui n'arrivent pas, ou des entreprises qui n'arrivent pas à nous déposer des dossiers complets. Des factures non acquittées, des factures qui ne correspondent pas aux travaux réalisés, des contrôles sur place, des contrôles sur place qui sont diligentés par l'agence, qui ne sont pas reçus par les ménages, qui refusent de recevoir la personne qui vient faire des contrôles sur place, le paiement est bloqué. Je ne dis pas que les cas que vous avez à me faire remonter correspondent à ça, mais voilà la typologie des difficultés que nous rencontrons. C'est de l'argent public qui est distribué dans un certain nombre de conditions qui doivent être respectées. Et l'agent comptable de l'agence ne paye pas des dossiers qui sont irréguliers. Donc, effectivement, parfois, il faut passer du temps sur un certain nombre de dossiers. Mais je reçois, en tout cas, l'ensemble de vos demandes pour faire en sorte qu'elles soient réglées si elles peuvent être réglées. Deuxième point, le lien entre la plateforme nationale, la plateforme téléphonique et numérique nationale et le local. Ces liens existent. Il y a un transfert d'appels qui a été mis en place dès l'été 2020.
Les espaces conseils France Rénov l'utilisent pour certains, ne l'utilisent pas pour d'autres. C'est aussi des positions individuelles ou collectives, mais le transfert d'appel, c'est-à-dire j'ai un usager MaPrimeRénov qui est bloqué avec son dossier, le transfert d'appel direct vers les services au niveau national existe. Il est très bien utilisé par certains espaces conseils France Rénov, il ne l'est pas par d'autres, mais pour autant, il existe, il a été mis en place, et certains espaces conseils France Rénov ont même échangé avec les services de l'agence au niveau national pour régler un certain nombre de dossiers. Mais l'instruction se fait bien au niveau national. C'est une plateforme qui a été mise en place, qui traite, je le rappelle, 25 000 demandes par semaine et qui aujourd'hui ne relève pas du local, parce que si ça relevait du local, vous voyez à peu près le type de création d'emplois que ça nécessiterait et l'ingénierie que cela nécessiterait. Mais ce transfert d'appel existe. Troisième élément, effectivement, il n'y a pas d'accompagnement obligatoire autour de MaPrimeRénov national aujourd'hui, d'où la mise en place de cet accompagnateur obligatoire à partir d'un certain montant de travaux à compter du 1er janvier prochain, qui va permettre d'accompagner les ménages dans ce parcours, parce que le parcours reste un parcours de travaux et d'accès à des aides publiques qui sont complexes. La plateforme MaPrimeRénov n'est pas une plateforme de type marchande. Ce n'est pas une plateforme où on commande un chauffeur, où on commande un plat. C'est une demande d'argent public sur la base d'un dossier qui doit être constitué et qui doit être conforme à la réglementation. L'éloignement pour des ménages qui sont loin du numérique, j'ai expliqué tout à l'heure qu'effectivement l'accompagnement est un des éléments de réponse, mais aussi le lien avec les maisons France Service, qui est extrêmement important et qui a déjà été mis en place dans certains territoires. Et ensuite, par rapport aux espaces ruraux, j'ai fait un tour de France cette année, en année 2022, et dans la majorité des régions, j'ai constaté que certains territoires qui avaient des espaces ruraux particulièrement importants avaient mis en place une itinérance de France Rénov, c'est-à-dire des rencontres sur des marchés, des rencontres dans des espaces France Service, des rencontres dans des locaux divers et variés avec des prises de rendez-vous et des ménages qui se déplacent, donc au moment où ces permanences sont assurées suivant un planning tout à fait intéressant et qui montre bien que cette politique publique, effectivement, ne se met pas en œuvre exactement de la même manière dans l'espace urbain que dans l'espace rural. Sur du coup, la question que vous avez posée, Madame la sénatrice, sur Épernay, je ne peux pas y répondre comme ça. Moi, j'ai besoin de savoir s'il y a une opération programmée d'amélioration de l'habitat, et quels sont les freins, en fait, par rapport aux questions que vous soulevez. Mais in abstracto, tant que j'ai pas le dossier sous les yeux, c'est difficile de savoir quels peuvent être les éléments bloquants, en fait, hein, que vous avez signalés. Je reviens sur mon accompagnateur Rénov. Les missions qui sont prévues par le décret et qui vont être confirmées pour la constitution du dossier par arrêté relèvent de 4 ordres. Le premier, c'est évidemment un accompagnement technique relatif aux travaux, un accompagnement administratif relatif donc à l'accompagnement dans le parcours de demande d'aide, un accompagnement économique et financier pour permettre aux ménages de comprendre quel est le montant de travaux et quelles sont les aides existantes qui lui permettent d'être solvabilisés, et une quatrième mission sociale, notamment pour les ménages les plus vulnérables et qui peuvent être dans des situations de logement très complexes qui ne correspondent pas toujours qu'à une réalisation de travaux. Sur le sujet des entreprises peu scrupuleuses, oui, il y en a. Ce n'est pas la majorité, il en existe. Il y a un label RGE, effectivement, auquel la proportion d'entreprises qui ont accédé est aujourd'hui encore insuffisant et qui n'est pas systématiquement la garantie ultime. Je constate avec vous, mais je pense que c'est des questions qui doivent être posées au ministère et pas simplement à l'opérateur qui est l'Agence nationale de l'habitat. Et au réseau et aux têtes de réseau national.
Donc voilà, sur les gains énergétiques, plus 50% de gains énergétiques effectivement en moyenne sur la rénovation globale, c'est en moyenne un saut de 2 étiquettes. Donc voilà, avec plus de 50% des logements qui en ont bénéficié, qui sont sortis de leur statut de passoire thermique. Ça dépend bien entendu de l'âge du logement et évidemment du type de travaux qui a été réalisé. Ensuite, 2 autres questions, celle sur les propriétaires bailleurs. Et d'une manière générale sur les propriétaires. À partir du moment où un propriétaire sollicite une aide de l'ANA, il s'engage. Il s'engage à occuper le logement pendant un certain nombre d'années, ou il s'engage à louer le logement pendant un certain nombre d'années. Et à partir du moment où ce logement est cédé, quelles que soient les raisons, nous avons un pôle qui s'appelle le pôle de contrôle des engagements, qui engage des campagnes régulières pour pouvoir s'assurer que ces engagements sont tenus, donc avec des contrôles sur place. Et par ailleurs, nous sommes aussi en lien avec les notaires qui nous font connaître, parce qu'ils savent quand le logement a bénéficié de cette aide et qui nous font remonter effectivement ces cessions. Donc il y a un service spécialisé à l'agence qui s'occupe effectivement du contrôle de ces engagements et des recouvrements potentiels en cas de non-respect effectivement des engagements des propriétaires. Et en ce qui concerne donc les propriétaires bailleurs multipropriétaires, les aides de l'ANA sont limitées à 3 logements. Donc ce sont des propriétaires bailleurs qui possèdent au maximum 3 logements et qui sont soumis de toute façon à ces obligations de location sur une durée qui évidemment est contrôlée au travers des engagements que j'évoquais à l'instant. Et enfin, sur la question de l'immobilier touristique, de par la loi et de par la réglementation, l'ANA n'intervient que sur les résidences principales et absolument pas sur l'immobilier touristique. Et dernière question, j'allais l'oublier, pardonnez-moi, l'outre-mer. Donc en outre-mer, effectivement, les aides de l'ANA, il n'y avait pas, jusqu'à MaPrimeRénov', il n'y avait pas d'aide aux propriétaires occupants. Tout simplement. L'ANA ne s'occupait que des propriétaires bailleurs, puisque les aides aux propriétaires occupants sont délivrées par le ministère des Outre-mer au travers de la ligne budgétaire unique. Donc il y a eu effectivement une ouverture aux propriétaires occupants via MaPrimeRénov', et les dynamiques sont extrêmement intéressantes et réellement en courbe croissante depuis 2020. Et elles sont en ligne sur le site de l'ANA. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Monsieur le Président, vous voulez rajouter quelques précisions ? Uniquement des précisions, puisque Madame la Directrice Générale a apporté beaucoup de réponses, pour vous dire que moi, je ne sous-estime pas les dossiers individuels sur lesquels il y a des difficultés. Étant moi-même, certains le savent, maire d'une ville de 60 000 habitants, je mesure parfois, y compris lors des réunions publiques ou des demandes de mes propres concitoyens, leurs remarques sur les difficultés des dispositifs que je mets moi-même en place comme maire. Et parfois, effectivement, ils ne peuvent pas avoir accès à certains services parce que la plateforme municipale n'a pas prévu le cas de figure, ou lorsque vous dépassez le quotient familial, vous n'avez plus droit à un certain nombre de choses. Et quand vous avez un dispositif où il y a de l'argent public qui est engagé, il y a des contrôles et il y a une certaine, parfois, rigidité qui est mise en place pour s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient. Et je suis moi-même destinataire à Chambéry de dossiers de certains de vos collègues qui m'écrivent directement en disant « Monsieur le Président, voilà, j'ai un cas particulier. Alors, c'est quoi le cas particulier ? La personne, par exemple, qui a engagé les travaux est décédée. Donc, pour le paiement, on ne peut pas payer parce on a des règles juridiques, il faut attendre quelle est la succession qui aura la charge du dossier. Les travaux ne sont pas à la bonne adresse. Alors, bon, c'est un problème parce qu'en fait, c'était un bâtiment d'angle, il y avait 2 entrées. Le dossier a été monté sur une adresse et les factures ont été adressées sur une autre adresse. Non, mais je vous parle de cas vraiment qui sont la réalité. Il y a un dossier donc, qui est donné avec un avis favorable, avec le montant de la subvention, avec les entreprises qui sont listées. C'est obligatoire puisque nous, on doit le faire avec des entreprises RGE. On se rend compte que quand le dossier arrive pour le paiement, ce n'est pas les entreprises qui étaient... Voilà, elles ne sont pas RGE. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas. Parce que si vous n'êtes pas labellisé, voilà. Je vais même vous donner 2 cas de figure dont je ne veux pas que vous pensiez que c'est la règle, mais nous avons des dossiers qui sont montés sur la plateforme, puisque maintenant on passe par des plateformes informatiques, avec des vraies familles
qui déposent des dossiers, qui disent voilà le nombre de ce qu'on doit faire comme travaux, le calcul de la prime, des devis d'entreprises RGE labellisés qui existent sur vos territoires. Quelques mois après, les factures arrivent, factures acquittées. Donc il y a paiement de ces factures. Et parfois, on se rend compte que ni les ménages concernés, ni les entreprises qui ont envoyé des devis n'existent dans la réalité. C'est-à-dire c'est des vrais ménages, c'est des vraies entreprises, mais il y a des systèmes aussi aujourd'hui, il faut se le dire, organisationnels qui ont mis en place de faux dossiers. Et donc comprenez aussi que tous ces cas de fraude obligent, et c'est normal, la direction générale d'être encore plus vigilant parce que nous avons aussi des comptes à rendre à nos tutelles financières, les ministères, pour savoir si l'argent dépensé est bien dépensé tel que vous l'avez collectivement voulu dans les textes de loi et les discussions budgétaires, les projets de loi de finances qui permettent à l'ANA d'avoir ses moyens. Franchement, voilà, il y a des difficultés, parfois techniques. En 2020, me semble-t-il, il y avait de l'ordre de 6 à 7 000 dossiers individuels qui étaient plantés. Et sans doute, y a-t-il des dossiers que vous avez connus sur vos territoires? Il y en a encore quelques centaines aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une task force qui a été mise en place au sein de l'agence avec des gens spécialisés pour aller individuellement voir quelle est la nature du blocage. Et je vous le dis, il y a une pression qui est mise sur la direction générale, à la fois par le président, mais aussi par le gouvernement, pour résoudre ces cas individuels, pour faire la différenciation entre les cas de fraude. Il y en a malheureusement beaucoup dans notre pays, je vous dis, hein, de vrais dossiers, de vraies familles. Et quand on fait des contrôles sur place de plus en plus, on dit, mais attendez, je n'ai jamais déposé de dossier pour acheter un poêle à granules. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, attendez, madame, monsieur, c'est bien vous et l'entreprise qui est au coin de la rue, qui a certifié la facture. Oui, oui, c'est vrai, mais on n'a jamais déposé de dossier. Voilà. Donc, tout cela pour vous dire que, parce qu'il y a aussi de l'argent public, il y a des contrôles qui doivent être stricts, mais on résoudra, on épurera la liste qui, peu à peu, je vous assure, partie de 6 à 7 000 dossiers en 2020, aujourd'hui, se limite à quelques centaines. Alors, je vais revenir aussi sur un sujet, sur les 80% de logements de 2050 qui existent aujourd'hui, puisqu'il y a eu des questions. Est-ce que le rythme de construction aujourd'hui permettra de répondre à la demande de nos concitoyens à être logés? Alors ça, c'est une question qui appartient plutôt au ministre du Logement et pas à l'établissement public de l'ANA qui est là pour accompagner les logements déjà construits. Ceci étant, la question de la seconde vie est une question fondamentale parce qu'on est un pays en démographie positive, que sur nos territoires, vous allez, comme le maire de Chambéry d'ailleurs, devoir appliquer un texte qui s'appelle le zéro artificialisation nette. Et donc, que nous avons un engagement international sur la stratégie nationale bas carbone zéro en 2050, ça veut dire qu'effectivement, le gisement pour loger nos concitoyens massivement est dans les logements déjà existants qu'ils devront être reconfigurés globalement en termes thermiques, mais aussi en termes de profil pour répondre à la demande de nos concitoyens, hein, des grands logements, petits logements, enfin bref, chacun sur son territoire voit de ce dont il s'agit. Et plus on remettra sur le marché des logements, y compris vacants, puisqu'il y a 10% de logements vacants en France, plus on arrivera à résoudre cette équation de loger plus, loger mieux. Et plus d'ailleurs on intégrera les logements vacants, plus ça laissera de la souplesse sur les territoires ruraux. Pour le ZAN, c'est contre-intuitif, mais plus vous investissez sur l'existant, plus vous laissez de la disponibilité sur des terrains qui sont aujourd'hui libres pour le secteur périphérique, dont l'importance que nous plaidons, nous, sur les fonds friches, par exemple, pour qu'il puisse y avoir... Oui, alors, le fonds friche inséré dans le fonds vert, j'ai cru que c'était à peu près comme ça, pour que l'on puisse ne plus imperméabiliser. Voilà, deux sujets, puisqu'il y avait cette question sur... les logements nouveaux et les logements à retaper. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses. Et sur les CRC, CESE, indiqué. Il faut vraiment prendre ces rapports avec un certain recul, parce que très vite,
Au bout de quelques semaines, parfois, ils ne sont plus d'actualité. Tellement les choses vont vite sur la réorganisation même du service et le traitement d'un certain nombre de dossiers. En disant cela, je ne sais pas si on m'écoutera à la CRC, je serai sans doute convoqué, mais c'est la réalité. Et quand on publie un rapport en disant il y a 500 dossiers qui sont plantés, ça c'est plutôt la défenseur des droits, que dans la réalité il y en a 250, en quelques jours les choses évoluent énormément. Voilà. Si vous le permettez, Daniel Salmon a oublié un petit élément. Exactement. Merci, Madame la Présidente, de me redonner la parole. Vous parliez, Monsieur le Président, d'argent public tout de suite. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les 30 millions dépensés par l'ANA auprès de cabinets de conseil? Merci. Le fil est tiré. Pour le plaisir de Mme Assassi. Daniel Salmon. Chut. Effectivement, enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a eu une commission et nous avons répondu et transmis les éléments. L'ANA a effectivement fait appel à des cabinets de conseil et à un cabinet de conseil en particulier avec lequel nous sommes en marché, tout à fait régulier, validé en conseil d'administration pour développer MaPrimeRénov', pour développer France Rénov'. Et ces développements ont évidemment un coût. Ce sont des développements informatiques, je précise. Enfin, il faut ça. Que les choses soient claires. Le sujet n'est pas de nous dire quel type de politique publique nous sommes en train de développer. La politique publique autour de la rénovation énergétique, qu'il s'agisse des aides ou qu'il s'agisse de l'accompagnement et qu'il s'agisse donc d'ingénierie, sont des sujets qui sont traités par les sphères ministérielles concernées, qui sont décidés évidemment en interministériel à Matignon et qui ensuite sont mis en œuvre par l'opérateur que nous sommes. Et nous faisons appel effectivement à un cabinet de conseil, en l'occurrence. Nous avons acheté aussi des produits informatiques pour développer cette plateforme et ça fait partie effectivement de la régularité des marchés qui sont posés par l'agence pour pouvoir répondre aux missions qui lui ont été confiées par le gouvernement. Alors, vous m'avez, j'avais une question sur les délais puisque ça a été évoqué. À l'heure où nous nous parlons, je vous dis que les choses évoluent vite, hein, c'est-à-dire que l'info d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2 ans. Le délai d'instruction d'un dossier qui est déposé, qui est complet, qui est donc apporté, il y a toutes les devis en quelque sorte des entreprises. Le dossier de traitement pour avoir un feu vert aujourd'hui, c'est 9 jours sur l'ANA pour engager les travaux. Le délai de paiement, une fois que les factures ont été acquittées, le remboursement aujourd'hui, c'est 15 jours une fois que le dossier est déposé. Je voudrais aussi dire que pour les plus modestes, il existe des dispositifs d'avance sur subvention. C'est-à-dire que l'argent leur est apporté en attendant que l'ANA leur remboursera les subventions auxquelles ils ont droit, à travers plusieurs dispositifs, notamment le dispositif des SACICAP Procivis sur vos territoires, qui apportent des subventions pour les ménages les plus modestes, font l'avance et seront remboursés par ces mêmes ménages dès lors qu'ils toucheront les subventions de l'ANA. Il existe aussi des prêts qui ont été mis en place à la suite d'une mission qu'a conduit M. Sichel de la Banque des Territoires. Le prêt Avance Mutation, distribué aujourd'hui par 2 réseaux, la Banque Postale et le Crédit Mutuel, si ma mémoire est bonne, parce que je m'y perds parfois, qui sont des crédits spécifiques pour des gens qui s'engagent dans des rénovations, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire et sur lequel le capital sera remboursé ultérieurement, notamment quand il y a une mutation du logement qui a fait l'objet des rénovations. C'est notamment utile à la fois pour les plus modestes, mais parfois pour les plus âgés sur lesquels les banques, je vais le dire une chose, compte tenu de l'espérance de vie des requérants, étaient très réticents à apporter des avances. Ce prêt nouveau qui a été créé il y a une année, qui n'est pas encore très connu, mais c'est aussi une opportunité pour moi de vous dire qu'il existe, c'est de renvoyer parfois des ménages qui ont des difficultés avec des banques classiques, de les renvoyer vers ces 2 réseaux, puisque ce prêt est aujourd'hui en place. Très bien. Madame la directrice générale, pardon, je vous en prie. Les rénaux par geste, c'est une vraie question. Ce que l'on observe, c'est que ce sont plutôt des ménages modestes qui s'engagent
par geste sur une programmation pluriannuelle et qu'il faut bien avoir la réflexion collective de savoir si on les supprime en disant vous n'allez que sur une réno collective, de savoir ce que deviennent les demandes de ces ménages. Madame la directrice générale, je crois que Monsieur Duplon n'a pas obtenu exactement la réponse qu'il... voilà, c'est sur le remboursement des personnes qui obtiennent des aides de l'ANA et qui ensuite vendent dans des délais très courts leurs biens avec une plus-value. Voilà, moi je crois que vous avez répondu, mais... Le bien sur lequel ils ont eu la prime rénov, je veux dire leur patrimoine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont bénéficié de la prime rénov parce qu'ils étaient en difficulté financière ou ils n'avaient pas suffisamment de revenus, ce qui faisait qu'ils cochaient toutes les cases, mais qu'après ils aient vendu une partie de leur capital, est-ce qu'on va récupérer, comme on le fait par exemple sur une succession, on va récupérer ces aides dans le capital qu'ils ont vendu ou pas? La question est assez simple. Non. Alors sur ce point, la situation fiscale du ménage qui demande une aide à l'agence est celle de l'année en cours. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de remboursement demandé. Non, si tu gagnes au loto, non plus. Très bien. Voilà. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. S'il vous plaît. Non, pas particulièrement, mais vous remercier pour les échanges qui, je pense, ont permis de lever beaucoup de points et de l'intérêt que vous portez à cette rénovation énergétique et à l'amélioration de l'habitat privé. Je le redis, c'est une politique publique qui évolue et qui a quelques années d'existence, donc qui ne peut que s'améliorer et il faut faire en sorte qu'elle s'améliore dans les années à venir pour qu'un maximum de ménages qui sont, comme le disait le président tout à l'heure, pas occupants du parc social, mais bien propriétaires d'un logement, pas maîtres d'ouvrage, pas spécialistes des questions d'habitat, puissent s'engager le plus sereinement possible dans ces démarches de travaux. C'est indispensable dans des enjeux évidemment de qualité du logement dans notre pays et bien sûr de qualité de l'air et évidemment de lutte contre le réchauffement climatique. Merci Madame la Directrice Générale. Le mot de la fin vous revient, Monsieur le Président. Je demande l'attention de mes collègues, s'il vous plaît. Merci à vous toutes et tous qui êtes très nombreux ce matin à vous intéresser à ce sujet qui concerne la partie de la France des propriétaires. Puisqu'on a souvent tendance à scinder les propriétaires publics et les propriétaires privés. En l'occurrence, ce matin, c'est effectivement la partie des Français qui sont propriétaires occupants, bailleurs ou multipropriétaires ou dans des copropriétés. Pour vous dire qu'on a, je pense, un intérêt, vous, comme à l'initiative des politiques publiques et l'opérateur, que ce soit un vrai succès compte tenu, je le répète, des engagements que notre pays a pris à l'occasion de différentes COP, notamment la COP 21 qui a eu lieu à Paris, que la France a été condamnée 2 fois sur la scène internationale pour des manquements vis-à-vis des politiques en matière environnementale et que, je le redis, c'est ma conviction, la politique du logement, on est à la convergence des politiques sociales, économiques, d'aménagement du territoire et qu'évidemment l'établissement public qui est au service de la nation et de vos territoires fera et se déploiera pour répondre à la demande des pouvoirs publics. Donc nous suivons avec grand intérêt les travaux qui se font à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'occasion des votes de projets de loi de finances notamment, mais également de lois qui ont trait à l'environnement parce que c'est là que nous puisons à la fois nos ressources mais aussi la raison d'être de l'ANA. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame la Directrice Générale, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire en conclusion que je rappelle qu'à l'ordre du jour de la conférence des présidents la semaine prochaine, il y aura la possibilité de répondre au droit de tirage du groupe GEST et qui fait une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Donc je pense qu'une partie de notre... non, c'est pas que le logement, c'est bâtiment d'une façon générale, mais dont le logement. Donc je pense que cette commission d'enquête aura l'occasion
de vous ressolliciter pour une autre audition. Voilà, je vous en accepte. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu rapidement à notre invitation et j'ai bien pris, madame, le point qu'on vous envoie les dossiers. Voilà.